Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French Hall Jaipur pour notre Sunday Speaking Series, dire dimanche d'idées de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, le thème s'intitule Apprendre autrement, innover pour l'avenir. Aujourd'hui, l'éducation évolue, jeux interactifs, classes inversées et outils numériques transforment l'apprentissage. Et ces approches stimulent la curiosité, renforcent la créativité et favorisent l'autonomie des enfants dans un environnement moderne et dynamique. Et la dernière fois, j'espère que vous vous en souvenez, on a parlé repenser l'éducation. On va continuer ce thème parce que c'est important de vraiment prolonger dans cette approche. Et pour contextualiser un petit peu, comme je vous ai déjà dit, lors de notre dernière séance du dimanche, nous avons discuté de l'importance de repenser l'éducation en mettant en avant la nécessité de restructurer le système scolaire et le rôle des notes dans la vie des élèves. Nous avons également réfléchi aux compétences indispensables pour préparer les enfants à devenir des citoyens du monde. Aujourd'hui, nous poursuivons cette réflexion avec un nouveau thème qui est apprendre autrement. Je vais laisser les autres entrer en même temps. Ah. Apprendre autrement dans un monde en constante évolution, il devient essentiel de proposer aux enfants des méthodes innovantes qui stimulent leur curiosité et développent leur créativité. Loin des approches traditionnelles, ce qui est très important, ces pédagogies favorisent l'autonomie, la collaboration et l'expérience pratique. En bref, les compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle, qu'il s'agisse d'apprendre en plein air, d'utiliser les outils numériques ou d'intégrer l'art dans les apprentissages. L'objectif est clair, c'est très clair, préparer les générations futures à un avenir où la pensée critique et l'adaptabilité seront primordiales. Voilà. Et donc, pour démarrer, j'aimerais bien vous montrer une petite photo. Peut-être ça va vous aider un petit peu pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui et aussi pour contextualiser un petit peu. Voilà, la photo que vous voyez. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, vous allez regarder cette photo et puis on va commencer notre discussion d'aujourd'hui. Oui, est-ce que c'est clair pour vous? Vous voyez la photo? D'accord, vous comprenez très bien cette photo, ce qui se passait dans les années 80 et aujourd'hui, c'est quoi la situation? Et donc, pour démarrer, parce que bien sûr, je vais alimenter cette séance d'aujourd'hui à travers quelques vidéos que je vous ai choisies, que je vais projeter pour comprendre, parce que l'idée, ça va être aujourd'hui apprendre autrement et aussi sortir de sa classe et apprendre en plein air. On va voir ça. Et donc, pour comprendre, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette image-là? Eh bien, qu'est-ce que vous comprenez par le mot apprendre autrement? C'est quoi votre idée? Allez-y, vous allez lever la main, alors je vais passer la parole à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, ça va être un échange. Oui, moi, je vais Oui, essayer. allez-y, que je me réagis. J'ai commencé à rire quand j'ai vu cette image, cette photo, parce que dans les années 1990, on était obligé de faire ramener, de prendre nos enfants et Ouais. vous êtes bien sortis, maintenant ça suffit. Hein? Rentrez et prenez la douche et fait les devoirs comme ça. Et en 2025, la mère, elle est avec, comment dire, pour le badminton. Qu'est-ce que c'est le racket? Le racket de badminton. Et, Oui, le même mot, oui. quoi? Oui, le même mot. Le racket de badminton. Et elle, comment dire, elle plaide, non. Elle supplie, s'il te plaît, arrête de regarder le portable et sorte et joue avec tes amis, joue au badminton ou joue à des jeux en plein air. Donc, Oui, ça s'est changé maintenant. oui, Parce quel que changement. personne ne veut sortir jouer
à l'extérieur. Ouais. Tout le monde s'est attaché au accro avec le portable ou même l'ordinateur portable, et chatter ou comme ça. Oui. Et donc, c'est la différence. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez, Kashmira, que les mères, elles s'inquiètent énormément et qu'elles veulent vraiment que leurs enfants sortent en plein air pour jouer et que Oui. c'est une situation grave aujourd'hui s'ils ne sortent pas? Oui, c'est une situation grave parce que ils oublient de jouer à l'extérieur même. Ils ne veulent pas parler avec la famille ou les proches. Ils ne veulent pas rendre visite aux proches ou aux grands-parents. C'est toujours la tête dans le portable. Tout C'est à fait. toujours ça maintenant. Oui, oui, Ça, oui, c'est la absolument, vous avez situation raison. Oui, oui, qui est absolument. très grave. Oui, tout à fait. Bravo, vous avez raison. Et donc, ce que vous dites, ça me fait penser à cet aspect-là qu'on a oublié de se connecter avec la terre, avec la nature, et c'est l'endroit d'où on vient. Et il faut se dire, il faut que je me reconnecte à cet endroit-là d'où je viens. Voilà, ça c'est important. Et bien sûr, les enfants, ils vont faire tout ce qu'ils trouvent autour d'eux. Voilà, et donc, s'ils trouvent pas, ils trouvent que les parents sont collés à leur téléphone portable, ils font la même chose parce qu'ils apprennent par imitation. Ça, c'est quelque chose de naturel chez eux. Et c'est important que les enfants fassent un effort pour se connecter avec la nature. Et quand ils travaillent en équipe, ils vont apprendre ce qu'on a nommé les compétences du 21e siècle. Ça, c'est important parce que c'est au-delà des mathématiques, les sciences, bien sûr, la technologie. Ça, c'est autour de nous. Ça, c'est important. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'éviter non plus. Mais avec ça, ce qui est nécessaire aujourd'hui, parce qu'en 1990 ou même avant, on voyait qu'on se connectait avec la nature et que nos parents nous disaient, non, non, il faut rentrer, c'est trop tard, tu as beaucoup joué et maintenant il faut étudier, il faut apprendre et il faut vraiment faire une vie académique et scolaire assez structurée, assez hiérarchique. Je vais utiliser les mots hiérarchique, structuré, bien planifié, bien organisé, mais on était en train de rompre le contact avec la nature parce on a dit que c'est trop, c'est extrême. Et en même temps, on pensait que les mathématiques, les sciences et d'autres matières vont vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus profond pour nous et qu'on a oublié, comme vous avez bien dit, Cachemire, on avait oublié la connexion avec la Terre. Et c'est le moment de se reconnecter avec la nature. Très bien. Les autres, si vous avez quelque chose à dire sur ça. Bonjour Jay, Oui, bonjour Anthony. Allez-y, on vous écoute. bonjour à tous. Je présente mon point de vue en ce moment. Je dois vous dire, j'ai un rhume, j'ai mal à la gorge, ma voix est bizarre, un peu étrange. Pardonnez-moi pour cela, mais j'ai les morales, alors je vais parler aujourd'hui. Bravo, allez-y. Yeah. Alors, je me demande souvent qu'est-ce que cela veut vraiment dire apprendre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'une nouvelle façon d'apprendre. As you said, comme vous dites, dans l'éducation traditionnelle, les enfants étudient des matières comme les mathématiques, les sciences, mais très souvent, le but est seulement de réussir les examens. On leur fait résoudre beaucoup de problèmes rapides, mais ils ne comprennent pas toujours les bases. J'ai cela vu pendant mes années d'école et aussi avec mes enfants. On se concerne uniquement sur les examens, les notes, parce que la concurrence est forte. Il y a très peu de places et beaucoup de candidats. C'est compréhensible. Mais apprendre, ce n'est seulement pour les examens. C'est comprendre, explorer et réfléchir. À l'école, on devrait encourager les questions et la curiosité. Il faut laisser les enfants apprendre en faisant, en expérimentant et en créant. C'est important. Par exemple, en faisant des projets et la recherche
Et pourquoi ces changements fait-ils important? Et pourquoi ces changements est-il important? Parce que le monde aujourd'hui est confronté à des grands défis comme les changements climatiques, les pandémies et les grands défis numériques. Ce sont des problèmes complexes. Les enfants doivent apprendre à résoudre ces problèmes. Bien sûr, aujourd'hui, l'intelligence artificielle change le monde. Elle change l'éducation aussi. Elle change aussi l'éducation. Alors que les machines peuvent calculer et stocker les données, mais seuls humains peuvent réussir, mais seuls humains peuvent ressentir, rêver et poser des questions. Alors, nous devons combiner la force des humains et des machines. Si nous voulons un avenir meilleur, nous devons changer notre façon d'enseigner. Aidons les enfants à devenir des créateurs, pas seulement des apprenants. That's my point. Mon point est aidons les enfants à devenir des créateurs, pas seulement des apprenants. Enseignons-leur comment penser, pas seulement quoi penser. Once again, I would say, enseignons-leur comment penser, pas seulement quoi penser. Encourageons la curiosité et la recherche. C'est comme cela que nous innovons vraiment pour l'avenir. C'est tout de ma part. Merci de m'avoir écouté. Très bien, bravo, Ranjini. Vous avez super bien parlé, vous avez bien expliqué ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la curiosité chez les enfants et comment est-ce qu'on peut vraiment les encourager vers les projets, l'apprentissage à travers les projets, ce qui est très important. Et de plus, comme vous avez dit, nous avons les nouveaux défis, alors les nouvelles solutions sont importantes. Et donc, on a besoin d'avoir les nouvelles solutions et alors les nouvelles approches pour les résoudre aussi. Voilà. Absolument. Oui, tout à fait. Très bien. Merci. Merci. Oui, et donc vous dites aussi qu'il faut qu'on soit non seulement les apprenants, mais aussi il faut devenir les créateurs. Et donc, quelque chose de nouveau doit être créé par nous, même si c'est à une petite échelle, mais ça apporte quelque chose de nouveau. Et donc, petit à petit, on comprend que moi, je ne suis pas seulement consommateur, moi, je suis aussi créateur. Donc, je peux créer quelque chose de nouveau. Très bien. Et donc, il faut semer cette graine à bas âge et comme ça, on peut vraiment motiver et encourager les enfants. Oui. Parfait, merci. Merci. Très bien, merci Ranjini. Alors, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le faire. Et ce que je vais faire en même temps, je vais projeter une vidéo que je vous ai choisie qui s'intitule « Apprendre autrement » pour trouver des solutions. Et c'est bien sûr de cette chaîne hyper connue, TV5 Monde, 7 jours sur la planète. Et je vous enverrai le lien de cette vidéo après notre séance d'aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est important, c'est que je vais projeter aujourd'hui 2 vidéos pour vous. Et dans ces 2 vidéos, ce que vous allez trouver, il y aura des thèmes assez communs dans les 2 vidéos que vous allez piocher, vous allez comprendre et vous allez essayer de trouver les aspects communs dans ces 2 vidéos. Parce que moi, ce que j'ai trouvé en préparant cette séance d'aujourd'hui, je suis tombé sur 2 mots. Le premier mot, c'est embrigader. C'est-à-dire, quand on va à l'armée pour s'inscrire, et donc on était venu de cette phase-là où on était en train de embrigader les enfants. Et à la fin de la 2e vidéo que je vais vous montrer, vous allez trouver un mot, c'est ensauvager. Et alors, quel paradoxe, c'est-à-dire l'être humain, nous sommes des animaux aussi, comme les autres animaux, bien sûr. Et donc, petit à petit, on s'est adapté à la vie et on s'est dit, on va faire des choses d'une façon peut-être correcte et donc peut-être d'une façon organisée, structurée. Et c'était hyper structuré. Et donc, on est venu vers une phase où on peut dire que c'était vraiment la phase où on était en train d'embrigader et donc on allait à l'armée. Et aujourd'hui, on revient à ce mot-là, c'est-à-dire ensauvager. Et donc,
Pourquoi ce changement? Pourquoi partir d'embrigadé vers ensauvagé? Pourquoi ce changement? On va voir à travers ces deux vidéos. Mais tout d'abord, je vais vous montrer celle-ci que je vous montre. Voilà. Et puis, vous allez essayer de prendre des notes. Vous allez essayer de garder quelques mots importants. Comme ça, on va discuter après cette vidéo. Voilà. Regardez bien, écoutez bien. Je vous la mets. Diffuser le savoir, on va en parler avec vous, François Tadei. Comment enseigner, comment diffuser le savoir, on va en parler avec vous, François Tadei. Bonjour, vous êtes cofondateur et directeur du CRI, Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. En créant le CRI, vous vous êtes donné pour mission de changer le curseur de l'enseignement. Apprendre autrement, c'est apprendre comment? Disons que traditionnellement, on est en compétition les uns avec les autres sur les savoirs d'hier. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre à coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour construire le monde de demain. Alors, vous mettez déjà un petit distinguo, les savoirs d'hier. En compétition avec les savoirs d'hier, ça veut dire quoi aujourd'hui? Il y a des savoirs, de nouveaux savoirs? Il y a besoin de résoudre des défis ouverts. Et ces défis ouverts, personne n'en a la réponse. Donc, ils ne sont pas dans les savoirs d'hier, que ce soit le défi de la pandémie, que ce soit le défi climatique ou tous les défis sociétaux dont vous avez très bien parlé aujourd'hui même. On voit bien qu'il y a besoin d'inventer de nouvelles solutions. Et ça, il va falloir le faire collectivement. Il va falloir le faire en mobilisant des disciplines différentes qui vont pouvoir converger pour essayer d'apporter des solutions à nos défis communs. Alors, la convergence des savoirs, c'est ce que vous avez mis en place au sein du CRI. Les cours sont articulés comment, du coup? Est-ce que ce sont des cours par discipline, par thématique? Comment ça fonctionne? Comment les étudiants travaillent au CRI? Il y a quelques... Alors, avant d'avancer, j'aimerais bien vous en parler un petit peu. J'espère que vous avez compris, comme disait Ranchini tout à l'heure. Alors, il y a des nouveaux défis. Et comme on a des nouveaux défis, il faut trouver les nouvelles solutions. Et pour les nouvelles solutions, on a besoin d'avoir les nouvelles compétences. Mais bien sûr, on ne va pas rejeter la connaissance d'hier, ça va être la base. Mais il faut avancer en renforçant cette base-là. Et puis, on va trouver les nouvelles compétences. On va développer les nouvelles compétences chez nous, chez les enfants, pour combattre les problèmes de demain ou d'aujourd'hui. Et donc, on peut dire, par exemple, la pandémie, ça peut aussi être le réchauffement climatique, d'autres problèmes qu'on trouve autour de nous. Et ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut collaborer. Et donc, ce ne sont pas les savoirs ou les connaissances de compétition. Il n'y a pas de compétition. C'était jamais la solution et ça ne sera jamais la solution. Par contre, c'est la collaboration entre les êtres humains, les individus, qu'on va avancer ensemble. Et comment ça se fait? Et donc, on va voir à travers l'expertise de cet expert qui est là. Écoutez bien. Quelques cours par discipline qui sont plus des cours d'introduction. Mais très vite, on part sur des projets et sur des défis. On invite les étudiants à s'interroger sur la ville, sur le développement durable, sur le changement climatique, sur la crise de la biodiversité. Et on leur demande d'essayer d'imaginer des solutions à leur échelle, en collaborant entre eux venant de disciplines différentes, en collaborant avec des chercheurs de disciplines différentes et en collaborant éventuellement avec des autres étudiants à travers le monde. Donc, ils sont véritablement acteurs au sein du CRI. C'est les cours, il n'y a pas vraiment de cours dans le sens classique du terme. Ils mettent en œuvre des propositions innovantes. Le but, c'est d'apprendre par la recherche. C'est-à-dire qu'on doit apprendre en étant à la recherche de solutions et on doit s'appuyer sur les savoirs d'hier qui sont disponibles. Mais plutôt que de tous les apprendre avant d'avoir le droit de se poser une question un jour, on commence par se poser des questions et on acquiert les savoirs au moment où on en a besoin. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Apprendre au XXIe siècle » aux éditions Calment-Lévy. Donc vous pensez que l'enseignement tel que c'est pratiqué aujourd'hui n'est pas à la hauteur des défis qu'on doit relever collectivement. D'où est parti ce constat? Comment vous en êtes arrivé à ça? C'est venu, j'ai beaucoup appris de mes élèves et de mes étudiants et de mes enfants. Mais quand mon fils a eu 6 ans, il est arrivé à l'école et sa maîtresse me dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et je leur ai dit que c'était une maladie génétique dans la famille, on aimait se questionner. Mais assez fondamentalement, depuis ce jour-là, je questionne un système éducatif. Parce que je pense que dans un monde où on n'a pas le droit de se questionner alors qu'on va collectivement droit dans le mur, ça ne peut pas durer. Donc on a besoin de repenser ça. Et Socrate l'avait déjà dit, donc il y a des choses qui ne sont pas si originales que ça. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les machines apprennent. Moi, j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer. Honnêtement, les machines mémorisent et calculent beaucoup mieux que moi. Et beaucoup mieux que n'importe quel être humain. Donc on a besoin de développer de nouvelles compétences. Mais alors justement, comment peut-on...
Voilà, et donc il a dit que les compétences du 21e siècle, il faut développer les nouvelles compétences. Et donc, comme le monde évolue, il faut s'évoluer aussi en même temps. Et donc, si on s'arrête, on n'avance pas et on ne comprend pas comment trouver des solutions. Et donc, il y a ce blocage dans ce cas-là. Et en plus, ça me fait penser à ce que vous avez dit, Ranjani, c'est-à-dire il faut devenir les acteurs maintenant. Et donc, on peut aussi être des apprenants, bien sûr, mais comment est-ce qu'on va se mettre d'une façon profonde pour résoudre tout ce qui est autour de nous si on trouve ça comme problème? Alors, pour créer des projets, travailler en équipe et trouver des solutions avec les autres. Et donc, ça, quand on va traiter comme une planche de salut qui va nous aider à vraiment trouver les ponts pour aller vers les autres. Et donc, ça, c'est nécessaire. Et donc, même au début, on a dit que c'est pas la compétition, c'est plutôt la coopération qui va survivre tout à la fin. Voilà. Si vous avez des choses à dire, soit après la vidéo ou même maintenant, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à lever la main. Je vais passer la parole à vous. On va écouter. Comment peut s'actionner l'intelligence humaine avec l'intelligence de la machine? Depuis le 19e siècle, avec la révolution industrielle, on mise sur la machine comme moteur du progrès. Aujourd'hui, ce sont plutôt les nouvelles technologies, la révolution numérique. Comment on peut combiner ces deux intelligences? Je pense que ce qu'il faut, c'est pas se mettre en compétition avec la machine. Ce qu'il faut, c'est apprendre à faire des choses avec la machine et à coopérer entre humains et machines. Et si on est capable, il y a des défis qu'on ne saura pas résoudre seul. Par exemple, aux échecs, les meilleures parties sont aujourd'hui jouées par des humains qui jouent avec des machines contre d'autres humains ou d'autres machines, mais c'est la combinaison humain plus machine qui fait le succès. Alors, vous avez... Voilà, on ne peut pas ignorer les machines. Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut garder l'importance des machines autour de nous. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va combiner les deux? Parce que bien sûr, on peut calculer, mais après, on voit il y a des machines qui calculent beaucoup plus, mieux que nous. Et donc, c'est leur capacité à faire. Et donc, comment combiner les deux, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Comment les combiner pour avancer? Et donc, ça, c'est la grande question. Et aussi, comment le faire d'une façon concrète? Et donc, pour avoir une réflexion ou aussi pour avoir une approche beaucoup plus développée par rapport à ce qu'on peut faire tout seul. Et donc, ça, c'est nécessaire. Et donc, elle va lui demander comment le faire. Et donc, il va nous expliquer comment on peut avancer en développant d'autres compétences chez nous. Peut-être parce qu'après, on ne peut pas. Bien sûr, on peut avoir une compétition avec une machine, mais à la fin, on comprend qui est-ce qui va gagner. C'est une machine en ce qui concerne tout ce qui est le côté calcul ou en ce qui concerne les chiffres et tout ça. Mais après, et même pour mémoriser, on a une limite. Mais avec une machine, il y a, je dirais, voilà, on peut avoir une grande volume d'apprentissage qu'on peut faire à travers les machines. Mais comment le faire avec les êtres humains autrement? Ça, c'est la question. On va écouter. Avez-vous aussi une réflexion, porter une réflexion sur la transmission du savoir depuis, vous parliez de l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui. Comment ce savoir s'est transmis au fil des siècles? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, comme enseignement? Alors d'abord, notre mode scolaire aujourd'hui dominant est relativement récent à l'échelle des millénaires. Donc ça, il faut déjà le savoir. Jusqu'à il y a très longtemps, on apprenait les uns des autres dans des interactions informelles. Et puis progressivement, au 19e siècle, on a créé un système très formel dans lequel on a voulu, quelque part, presque embrigader les enfants pour leur apprendre au son de la sonnerie, se mettre en rang et se préparer à ce qu'ils feraient à l'armée ou dans l'usine. Aujourd'hui, on est dans un monde très différent. On a besoin, au lieu de cette transmission verticale très hiérarchique, on a besoin d'apprendre à coopérer. On a besoin d'apprendre à être des êtres humains. On a besoin d'apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Et donc, on a besoin de développer tout un tas de capacités spécifiquement humaines, comme la capacité à coopérer, la capacité à l'empathie, la capacité à l'esprit critique, la capacité à la créativité, la capacité à la curiosité, à cette réinvention de soi, la capacité à se trouver soi-même, à se connaître soi-même.
Alors, on comprend bien, comme il a dit, que il y avait des interactions informelles quand on avait commencé à vivre dans ce monde et après, on les a vraiment structurées. Et donc, il a employé le mot embrigadé. Et donc, on a dit qu'il y aura la sonnerie et que vous allez vous mettre en rang. Et donc, ça va être vraiment hiérarchique, bien structuré, bien organisé. Mais c'était pas qu'on était... enfin, on n'avait pas cette idée-là. Mais bien sûr, on s'est adapté à ça. Mais comment dire, l'esprit d'un être humain, c'est rester libre. Et c'est vraiment de trouver cet aspect sauvage un petit peu chez lui, chez elle. Mais après, est-ce que c'était le cas quand on nous a embrigadés? C'est la grande question. Et puis, petit à petit, on s'est adapté à ce système-là. Et aujourd'hui, il dit que si on est là, ça se fait comme ça. Mais après, on a besoin d'avoir les nouvelles compétences. Il a bien parlé de ce que va créer par l'empathie, puis aussi l'esprit critique, se connaître soi-même à la fin. Parce que si on se perd, dans ce chemin-là, qu'est-ce qu'on acquiert? C'est rien. Et donc, il ne faut pas se perdre pour acquérir quelque chose. Et donc, peut-être ce qui est naturel pour nous, c'est cette énergie qui est un petit peu sauvage. Et comme on l'a structurée, on l'a organisée, on a peut-être perdu notre existence d'une sorte. Et donc, comment le retrouver à travers ces émotions, ces nouvelles compétences? Ça, c'est la question qu'on est en train de se poser. C'est bon, c'est clair? Ça va? On va voir le reste de cette vidéo. Vous avez une formation en biologie, ce qui m'a beaucoup étonnée avec ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez votre thèse a porté sur la génétique moléculaire. Qu'est-ce que la molécule vous a appris sur notre fonctionnement à nous, humains? Bien, le vivant et les molécules, c'est des systèmes qui sont auto-organisés et qui évoluent de manière absolument non hiérarchique. Et néanmoins, ça permet une résilience, ça permet une évolution, ça permet même une évolvabilité, c'est-à-dire une capacité à faire évoluer sa capacité à évoluer en fonction des changements de l'environnement. Et donc ça, je pense qu'on peut beaucoup apprendre. Par exemple, même les bactéries, elles coopèrent, elles échangent de l'information sur comment coopérer, et elles sont capables de résoudre des défis incroyables en collaborant avec jusqu'à 1000 espèces différentes. Donc cette capacité à collaborer pour résoudre des défis, on en a bien besoin, et on a besoin de s'inspirer du vivant. Et donc finalement, je suis à la fois un peu biologiste, un peu ingénieur, et je me sers de ces différentes dimensions pour essayer de mieux comprendre comment on peut s'auto-organiser de manière non hiérarchique pour essayer de faire face à nos défis à nous. Merci. Voilà, vous avez vu, et ce monsieur, c'est un biologiste. Et donc, même il a dit qu'on peut s'inspirer des molécules et des bactéries parce que la nature des bactéries et des molécules, c'est auto-organisation. C'est-à-dire, on est là, tout ce qui est vivant, il y a cette capacité qu'on appelle auto-organisation, auto-organisée. C'est-à-dire, si vous mettez des choses pêle-mêle d'une façon désorganisée, ça va se mettre en ordre. Automatiquement, voilà. Et donc, il n'y a pas de souci. Et donc, si on le met d'une façon hiérarchique, c'est pas naturel pour ces éléments-là. Et c'est pareil pour les êtres humains. Et donc, la nature d'un être humain, c'est bien sûr, on comprend quand c'est bien organisé, c'est bien structuré, c'est très bien. Mais en fait, le truc, c'est que ce n'est pas notre nature à nous. Et donc, ce qui est nécessaire de s'inspirer de ces bactéries, ces molécules pour dire que ils vont évoluer d'une manière non hiérarchique. Ça, c'est important. Et donc, il a dit qu'on peut appliquer ça partout sur les êtres humains. Et donc, il a vraiment utilisé sa connaissance de biologie pour comprendre comment ça marche, le système chez les êtres humains aussi. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça va? Vous comprenez? Si vous avez des choses à dire ou vous voulez partager quelque chose? Oui, Janet, allez-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur. Bonjour. J'ai une avis à propos de deux chercheurs ici. Ces jours-ci, dans le XXe siècle, il y a un chercheur qui s'appelle James Gosling. Il est un chercheur de Java Programming et il avait toujours inspiré avec la nature. Donc, pendant la recherche de Java Programming,
il est tout le temps occupé avec les recherches devant un arbre. Et dans la recherche, il donne un nom qui s'appelle oak, un nom des arbres comme le oak pour le Java programming. Donc, c'est une curiosité que les chercheurs a eu avec les arbres. Donc, la deuxième partie, dans le 19e siècle, il y avait un chercheur comme Newton. Donc, pour la recherche de la force gravité, il a peut-être utilisé le temps sous l'arbre pour rechercher différents types de forces, pour connaître les différents types de forces. Donc, il y a une recherche qui est très importante pour nous aujourd'hui. Donc, d'après moi, les deux chercheurs est très important pour moi parce que dans la vie quotidienne aussi, la curiosité est très importante au lieu de questions comme Ranjani nous dit que quoi la chose est importante. Donc, la curiosité et la patience de rechercher toutes les choses est très importante au lieu de la question. Pour moi, la question pourquoi et comment est très importante au lieu de quoi faire les choses. Donc, ces jours-ci, la curiosité ne sont pas disponibles dans tous les étudiants ou tous les adultes pour rechercher différents types de peut-être recherche ou avoir la connaissance, faire connaissance avec la nature est très important pour découvrir différents types d'articles ou peut-être l'éducation dans la vie quotidienne. Merci beaucoup. Oui, absolument. Très bien. Merci, Jeannette. Alors, vous avez bien expliqué comment ça se fait. Même la recherche, des fois, on se dit qu'il faut se mettre dans un laboratoire pour faire une jolie recherche. Mais à la fin, même si quand on se met sous un arbre, c'est quelque chose incroyable pour nous parce que quand on écoute les clapotis d'eau, les chants des oiseaux, ou même il y a le murmure d'air ou du vent. Alors, on est transporté dans un autre monde et que même si des fois des questions si compliquées pour lesquelles on ne trouve pas de solution, on les trouve d'une façon instantanée. Voilà. Et donc, ça peut même apporter des changements, des réflexions si complexes. Peut-être on imagine qu'on va les trouver dans les murs d'un laboratoire, mais on finit par les trouver dans la nature. Et aussi, des fois, on l'appelle la pédagogie sauvage, la pédagogie de la nature. Et donc, on apprend beaucoup, mais on oublie que ça peut aussi être quelque chose d'instructif pour nous, parce on s'est vraiment encadré dans je dirais, dans cette phase où l'apprentissage se fait entre les murs. Et donc, on dit non, si on sort, peut-être c'est juste du divertissement, c'est pas l'apprentissage. Mais en fait, on est en train d'apprendre à tout moment, même quand on est avec les enfants, avec ses parents, avec ses amis, au marché, n'importe où. Et donc, l'apprentissage se fait à tout moment. Mais bien sûr, ça se fait d'une façon structurée, beaucoup plus à l'école par rapport à tout ce qui se passe dans la vie ordinaire, la vie quotidienne. Mais même là-bas, il y a cet apprentissage qu'on ignore des fois. Voilà, il ne faut pas l'ignorer, il faut s'inspirer de ça aussi. Très bien. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, ajouter sur ça? Oui, Lakshmi, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour. Je vais ajouter quelques points pour ce sujet. Oui. À mon avis, apprendre autrement, est une méthode très efficace. D'abord, j'ai réalisé qu'en utilisant des vidéos, des chansons, je pouvais enseigner la même chose d'une façon plus intéressante et motivante. Ensuite, les étudiants comprennent mieux et retiennent plus facilement car l'apprentissage devient vivant. En outre, la classe devient plus agréable et interactive. Par contre, cette méthode demande parfois plus de temps, de
préparation pour l'enseignant. Mais en train de préparation, j'apprends aussi. Je pense que les avantages sont beaucoup plus importants que les inconvénients ici. C'est tout, professeur. Oui, très bien. Merci, Lashmi. Oui, vous avez raison que ça exige beaucoup d'efforts, beaucoup de planning. Mais bien sûr, après, les points positifs qu'on peut en trouver, c'est immense et il y a des effets à long terme. Alors, il faut l'employer, mais bien sûr, en fonction du temps ce qui nous est accordé par l'administration, le management, l'école, des fois. Voilà. Merci, Lashmi, c'est bien. Parfait, parfait. Les autres, oui, Samira, vous avez quelque chose à nous dire? Ah oui, bonjour tout le monde. Je trouve que notre système éducatif qui est remplacé maintenant par le système NUP aussi fait partie de cette notion apprendre autrement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans notre école, nous avons le système éducatif, tout est mélangé aujourd'hui. Oui, et le temps est très vite, très rapide. Il faut apprendre, il faut pratiquer. Il faut pratiquer les compétences dans le temps réel. Et aussi, je pense que auparavant, quand j'étais petit et vous étiez petit, nous étions très démotivés d'utiliser les vidéos de portable, quelques d'autres choses. Oui, en apprentissage. Mais aujourd'hui, tout est motivé. L'apprenant est encouragé d'utiliser les portables. Et COVID-19, je pense est très bien augmenté ce système. Et très bien améliorer notre pensée aussi, de réfléchir autrement, de travailler autrement, Oui. de penser autrement, d'apprendre autrement, ou de connecter avec l'autre autrement. Donc, COVID-19, quelque part, nous avons donné une idée de vivre autrement, non? Absolument, oui, oui, tout Et à j'ai fait. observé. Raison, Samira. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et donc, le mot-clé, c'est autrement. Et donc, autrement, c'est une façon différente et ça nous fait penser aux autres moyens, aux autres approches aussi. Et ça, c'est nécessaire. Sinon, c'est quelque chose de monotone, on ne change pas. Et puis aussi, on avance de la même façon et ça ne change rien. Et bien sûr, COVID-19 nous a poussé à trouver d'autres façons d'avancer, d'apprendre, d'enseigner et de faire des choses. Voilà, c'est bien. Parfait. Merci, Samira. Alors, je vois Minakshi. Allez-y, Minakshi, on vous écoute. Je vous passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais parler des examens aussi qui a changé aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est pas seulement la méthode d'apprentissage dans le cours, dans la salle de classe, mais aujourd'hui, la méthode de faire des bilans, des examens ont vraiment changé. Par exemple, jusqu'à l'école primaire, on n'a pas vraiment des examens. Au moins, dans les écoles ici au sud de l'Inde, nous n'avons pas vraiment les examens propres, les examens comme les examens d'époque. Nous avons les petites observations et les bulletins scolaires sont vraiment en détail. Ils donnent les détails de performance des étudiants dans la façon par exemple, comment ils performent aux sociaux, les compétences sociaux, l'utilisation des parties de corps, par exemple, pour les petites à l'école maternelle et tout ça, qui n'avait pas le cas à l'époque. On avait juste les examens propres avec une feuille et stylo, mais aujourd'hui, c'est vraiment changé. Et même au collège, il y a beaucoup de différentes méthodes de faire des examens. Il y a des projets, il y a des orales, par exemple, ou longues. Donc, oui, les méthodes d'examen ont vraiment changé. Oui, tout à fait. Bien sûr, Minakshi, c'est vrai ce que vous dites. Par exemple, quand la pédagogie change, l'évaluation aussi.
Et donc, c'est très bien d'avoir plusieurs façons d'évaluer, d'observer les enfants, les apprenants. Et donc, ça, c'est nécessaire parce que chacun a ses façons différentes de s'exprimer. Et donc, dans notre dernière séance, on en a parlé, on a dit l'intelligence multiple qui était proposée par Howard Gardner. Et donc, comment est-ce qu'on va les mettre en place, mettre en œuvre d'une façon complète pour donner cette chance à tout le monde de s'exprimer. Par exemple, si les enfants font des gestes, ils arrivent à bien s'exprimer à travers les actions, les gestes, on peut leur proposer cette opportunité de partager, de dire à travers les gestes. Pourquoi pas? S'il y a ceux qui chantent bien, pourquoi pas? Alors, il faut vraiment adapter les évaluations selon les compétences et les talents des enfants. Voilà. Mais c'est compliqué, mais bien sûr, c'est une façon de vraiment promouvoir et l'encourager les enfants. Parfait, merci. Ce que je vais faire, je vais vous montrer une autre vidéo que je vous ai choisie et c'est emmener les enfants dehors. Alors, on en a parlé, on a dit qu'il faut le faire autrement, comme disait Samuel, il faut faire autrement. Et comment le faire autrement? Peut-être emmener les enfants dehors, ça peut être une solution. Est-ce que c'est faisable? Comment ça se fait dans les pays où ça se fait? Et c'est quoi le défi qu'on peut rencontrer si on le faisait chez nous? Voilà, on va le voir aussi. Et puis aussi, vous allez essayer de voir les aspects communs entre ces deux vidéos, celles qu'on a vues et celles qu'on est en train de regarder. On va regarder maintenant. Et alors, pour revenir à ces deux termes, on a dit c'est embrigadé. Donc, on a parlé de ce que c'est les compétences du 21e siècle. On va essayer de voir parce qu'on va soulever, on va même parler de ces compétences dans cette vidéo aussi. Et aussi, on va voir comment est-ce que ça va nous aider à casser et briser tout ce qui était vraiment mis en place comme des structures, les hiérarchies et les façons organisées. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les briser pour vraiment trouver, pour revenir à ce mot, autrement, c'est un mot qui est très, très important. Alors, autrement, comment le faire? Voilà, et donc, emmener les enfants dehors. Écoutez bien. Christelle Ferjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère pédagogique départementale, professeure des écoles, formatrice de l'enseignement dehors. Donc vous êtes vraiment à la pointe de cet enseignement dehors. Alors en quoi ça consiste précisément ? Alors tout d'abord, je dirais que faire la classe dehors, finalement, c'est faire la classe, tout simplement, mais dans un nouvel espace d'apprentissage, le dehors. Donc en quelque sorte, c'est faire la classe à ciel ouvert, en plein air. Et ce qui change énormément, c'est ce qui change tout en fait. Si on s'en tient à la définition de l'Université de Copenhague, finalement, enseigner dehors, c'est une pratique qui se déroule de manière régulière dans un espace de nature proche de la classe. Ça peut être dans l'enceinte de l'établissement ou à proximité de l'école. Ça ne veut pas forcément dire avoir un jardin merveilleux près de l'école. Non, tout à fait. On peut tout à fait enseigner dehors dans une nature plutôt ordinaire. À partir du moment où on va permettre aux enfants d'être en contact avec, en particulier, les éléments. Thierry Pacaud, philosophe de l'enfant dans la ville, évoque l'école élémentale. L'école vraiment qui s'appuie sur les éléments et le sensoriel. Alors, ça va mobiliser quoi finalement comme compétences chez l'enfant, cette école dehors ? Alors, ça mobilise de nombreuses compétences. La première peut-être qui vient à l'esprit de tous, c'est qu'on sait aujourd'hui par les recherches que enseigner dehors, enfin en tout cas les enfants qui pratiquent l'enseignement dehors sont en meilleure santé physique et mentale. Ça développe aussi, et Serge Lamry l'a montré dans ses recherches en 2018, que ça travaille également les compétences du 21e siècle, notamment l'esprit de créativité, l'esprit critique, mais aussi la communication et la collaboration entre les enfants. Ça va permettre également pour l'enfant de recréer un lien avec son environnement de proximité et donc de mieux le connaître, de mieux l'appréhender. Ce que vous dites aussi, c'est que ça agit comme un révélateur finalement, la nature.
Oui, comme un révélateur de ce qu'est l'enfant Voilà. et de ce que peut développer l'enfant en lui. Et finalement, sans la nature, l'enfant n'est qu'une pâle copie de ce qui peut être. C'est quand même assez Effectivement, étonnant. c'est un constat assez terrible, mais on sait que ce contact, enfin cet accès à la nature, il est essentiel et vital pour un bon développement de l'enfant et pour permettre à l'enfant qu'il se sente à la fois heureux et vivant. Ce que vous dites aussi, c'est que la nature, en fait, elle propose deux éléments majeurs qui sont importants pour le développement de l'enfant et qui sont la continuité et la spontanéité. Oui, alors surtout effectivement la spontanéité parce que aujourd'hui la vie d'un enfant en France est très ordonnée, très planifiée et finalement peu de place lui est laissée au jeu libre. Il a peu l'occasion de jouer sérieusement et donc on dit pourtant que le jeu c'est le métier des enfants. Tout à fait. Hein. Le jeu, on dit que le jeu c'est l'activité la plus sérieuse de l'enfant et aujourd'hui les enfants passent beaucoup plus de temps à l'intérieur, dans des espaces plus contraints. Et donc, ces espaces sont moins adaptés pour permettre un jeu sérieux et libre des enfants. Vous dites aussi que c'est finalement l'enthousiasme qui prévaut à l'extérieur. Mais on se dit, est-ce que ça veut dire que l'enthousiasme fait défaut en classe ? Il peut faire défaut. En tout cas, ce que l'on sait, et puis moi je l'ai vraiment constaté en pratiquant avec mes élèves, quand on les emmène dehors, ils s'enthousiasment. Enfin, les enfants par nature sont très curieux. Intrinsèquement, ils savent que nous appartenons tous à la nature. Donc, ils ont un lien physique et émotionnel très fort avec la nature. Et donc, la nature, c'est une ressource pédagogique finalement qui propose un espace à la fois complexe et plein de surprises. Et c'est toutes ces surprises qui enthousiasment les enfants. Alors, là, l'école dehors est surtout proposée aux maternelles, mais de plus en plus, on ouvre cette possibilité aux écoles primaires. Alors, comment on peut enseigner le français, les maths, dans un espace extérieur ? Comment on fait concrètement ? Alors tout d'abord, c'est vrai que quand je participe à l'accompagnement des enseignants, pour les ramener les cahiers, les crayons, tout ça, c'est ça ? Eh bien, justement, non. On va développer d'autres façons d'apprendre. Alors si je reprends la pratique avec les enfants de maternelle, les activités, par exemple, de graphisme que l'on peut faire à l'école, eh bien, dehors, on va utiliser pour laisser des traces ou commencer les premiers écrits dans la nature. On va utiliser des bouts de bois, on va creuser dans la terre, on va laisser des traces autrement que sur une feuille avec un crayon. Et donc ça permet de développer une autre façon d'aborder et d'appréhender son environnement. Et pour l'école primaire, donc ? Et pour l'école élémentaire, on peut tout à fait faire des mathématiques dehors. Par exemple, alors je pense à des élèves de cycle 3 qui travaillent par exemple autour des triangles. Déjà, s'amuser à repérer dehors, dans notre environnement extérieur, toutes les formes de triangles que l'on peut trouver et pourquoi pas les mesurer. Alors, on va là encore utiliser d'autres outils que la règle qui est utilisée en classe, mais pourquoi pas utiliser un bâton étalon ou une cordelette étalon qui vont en fait nous permettre de faire des mesures différemment. Alors bon, les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus en pointe que nous par rapport à l'école dehors, puisque déjà depuis de nombreuses années, les enfants passent plusieurs heures par jour dehors. On y vient un peu en France. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre ces pays-là et nous ? Pourquoi est-ce que les pays latins sont autant réfractaires en fait, d'aller dehors enseigner ? Alors c'est vraiment dans la culture des pays du Nord d'être dans cette recherche du bonheur dans la nature. Nous, on s'est petit à petit, dans les pays latins, éloignés de cet extérieur, alors que nous bénéficions d'un climat beaucoup plus agréable. Et puis effectivement, cette pratique des pays nord-européens, elle date des années 50, donc elle est très ancienne, elle est vraiment inscrite dans la culture. Nous, avec tout ce qu'on a pu développer en matière de pédagogie innovante, on s'est plutôt centré, avec un lien aussi à la sécurité, on s'est centré sur les
intérieurs. On a repensé les espaces d'apprentissage à l'intérieur des écoles. On repense les nouvelles écoles au niveau de l'architecture avec des normes de haute qualité environnementale, mais on en oublie ce contact nécessaire et essentiel au dehors. Bon, alors, avec la Covid, les choses bougent un peu quand même, puisqu'il y a eu une courte phrase dans le protocole sanitaire qui a été avancée le 22 juin, qui disait « L'organisation de la classe à l'air libre est donc une possibilité encouragée ». Alors, est-ce que cette proposition offerte aux enseignants, est-ce que vous pensez que pour cette première fois où il y a cette porte ouverte, ils vont s'en saisir? Oui, mais en fait, effectivement, c'est la première fois que l'on entend notre ministre s'exprimer sur cette entrée de pouvoir faire classe en extérieur. Les enseignants, au moment du retour à l'école, après le déconfinement, ont expérimenté et exploré des manières de faire classe dehors. Et beaucoup d'enseignants en France aujourd'hui ont élaboré cet été, en fait, des projets d'enseignement dehors. Même si non, pas forcément à proximité, donc un superbe jardin. Ça veut dire que ça peut se faire avec finalement quelque chose d'assez minimal. Oui, pour commencer, on a besoin juste d'avoir quand même, je le disais tout à l'heure, un accès pour permettre aux enfants d'être en contact direct avec la terre, avec un peu d'herbe. Et puis au fur et à mesure du projet et de la pratique et de l'expérimentation de la classe dehors, l'enseignant avec ses élèves va petit à petit peut-être faire des nouvelles propositions, pourquoi pas aux collectivités, d'aménagement de nouveaux espaces au sein même des cours de récréation pour les ensauvager. Voilà, je voulais vous montrer ce mot pour les ensauvager. Vous voyez ça, c'est-à-dire à partir de cette phase-là où on a dit qu'il faut les embrigader, on est venu à cette phase-là où on a dit qu'il faut les ensauvager. Et donc, il faut les reconnecter avec la nature, et il faut les rendre un petit peu sauvages, c'est-à-dire c'est notre nature d'être libre, de ne pas vraiment être, piégé ou de se mettre en cage. Et donc, ce n'est pas notre nature, ce n'est pas notre façon de vivre. Et donc, on aime bien être libre. Et donc, se remettre encore une fois dans la nature, ça va nous donner cette liberté. Et comme elle a bien expliqué à quel point c'est important de se connecter avec la nature, parce qu'elle l'appelle, elle a dit c'est l'école élémentale. Et on ne parle pas d'école élémentaire. C'est pas élémentaire, c'est école élémentale, c'est-à-dire on a dit que ce sont des éléments qu'on a vus à travers tout ce qui est autour de nous, la nature. Et donc, on peut écouter, on peut sentir, on peut toucher, on peut voir. Et donc, tout ça. Et donc, ça va nous donner cette possibilité de vraiment travailler les compétences, les nouvelles compétences plutôt. Et de plus, elle a dit que la vie des enfants en France, elle l'a dit d'une façon assez spécifique, mais je pense que c'est partout pareil aujourd'hui, que la vie est très planifiée, très organisée et donc très structurée. Et donc, il y a peu de place pour le jeu libre. Et donc, même l'emploi du temps des enfants, c'est vraiment structuré. Ils vont à l'école, ils rentrent, ils ont des cours privés, ils vont au sport, faire du sport. Et après, vous voyez, tout est bien planifié. Il faut dormir à 21h, il faut prendre son dîner à 20h30. Oh là là. Et donc, c'est la vie. Et donc, est-ce que c'est une machine ou c'est un être humain? On se pose la question. On ne juge pas ça, mais bien sûr, après, il faut se demander où est-ce qu'on va? Où est-ce que notre enfant avance? Dans quelle direction? Voilà, ça, c'est une grande question. Et voilà, c'était ça. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que c'est important de se reconnecter avec la nature? Ou bien est-ce qu'on peut vraiment apprendre quand on est dans la nature? Et est-ce que c'est faisable? C'est facile? Oui, Poonima, on vous écoute. Allez-y. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je voudrais ajouter quelque chose ici. Ici, quand on compare l'éducation traditionnelle avec l'éducation d'aujourd'hui, c'est très différent. Comme on a dit, ici, dans nos jours, les écoles toujours occupées avec les différents types d'apprentissage. Non seulement ça, mais aussi, je peux expliquer ça en donnant un petit exemple. Au lieu d'expliquer les infos, les différentes parties de plan, si autant donné l'opportunité d'aller dehors et
avec ça, on peut expliquer les enfants comment planter les plants et comment arroser les plants. Et non seulement ça, mais aussi comment on va prendre soin de plants. C'est toujours différent. Pour conclure, je voudrais dire, c'est apprendre différemment, apprendre autrement, ce n'est pas une mode, c'est la nécessité qui aide les enfants pour préparer bien et confronter le monde à l'avenir. Absolument, très bien. Bravo, Spoulima, vous avez super bien donné cet exemple. Ça me fait penser à cet aspect-là qu'on a semé une plante, on a planté une plante et on a dit que il faut s'occuper de cette plante, il faut prendre soin de cette plante et on a responsabilisé un petit peu ces enfants et donc comme ça, ils vont devenir responsables envers cette plante pour s'occuper bien sûr de cette plante et de l'arroser et de voir si tout va bien. Et donc, petit à petit, ils comprennent comment le faire à travers un projet réel, c'est-à-dire planter une plante, semer une graine. Et donc, tout ce qu'on fait autour de nous, on va l'apprendre aux enfants. Bravo, très bien. Merci, Pournima. Oui, Ranjini, allez-y, on vous écoute. Yeah. Je suis d'accord avec la vidéo et avec vous. Il est important que les enfants se connectent à la nature et se lâchent avec leur créativité. Les sciences trop structurées, hyper structure, comment on dit hyper structuré? Hyper structuré, voilà, c'est le mot. Hyper structurés sont ennuyeuses et n'encourageons pas la créativité. C'est mon point de vue. Très bien. Oui, absolument, vous avez raison. Alors, comme on est vers la fin, j'ai un petit document à partager avec vous que je vais survoler rapidement et après, je vais partager ce document même dans notre groupe WhatsApp. Alors, je vous ai préparé quelques termes qu'on va voir à travers ce thème-là qui s'intitule Apprendre autrement. Voilà. Hop. C'est le document. Voilà, j'espère que c'est visible pour vous. Si c'est visible, hop, je vais aller vers ces termes-là. Alors, rapidement pour survoler. Alors, 10 compétences essentielles pour l'enfant du 21e siècle, parce qu'on a parlé, quelles sont les compétences, même dans notre dernière séance, on en a parlé, on va rebondir sur ça, c'est la pensée critique, c'est résolution de problèmes complexes, on a parlé de collaboration interculturelle, parce que bien sûr, ce sont les enfants qui vont travailler avec les gens d'autres cultures, d'autres nationalités. Après, les compétences numériques, on ne peut pas s'en passer, c'est quelque chose d'inévitable, il faut le faire. Après, communication efficace, il faut arriver à bien dire ce qu'on a envie de dire. Parce que des fois, on dit « Ah, je ne voulais pas le dire, j'ai mal dit ». Il faut arriver à comprendre comment dire d'une façon concrète, d'une façon spécifique et d'une façon correcte. Tout le monde est pressé, on n'a pas le temps, il faut le dire. Et donc, il faut apprendre comment le dire d'une façon correcte et rapide, et d'une façon rapide aussi. Voilà. Et puis, on va avancer. On voit aussi la créativité et l'innovation, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. On en a parlé la dernière fois. Ce qui est nécessaire de comprendre les émotions d'autres personnes et de se mettre dans sa place pour comprendre, ah d'accord, il a du mal, il ne comprend pas, il a des soucis. Moi, il faut que je fasse comme ça pour mieux avancer pour lui et pour moi-même. Voilà, après, adaptabilité et flexibilité, c'est nécessaire. La souplesse de nos pensées. Après, autonomie et esprit d'initiative, voilà, ça c'est nécessaire. Et après, la citoyenneté écologique, parce que la planète, il faut la préserver. Et il y a 10 termes que je vous ai mis pour reconnecter l'enfant à la nature, c'est bioaffinité, c'est-à-dire besoin inné de l'humain de se relier au vivant et à la nature. Il faut la garder, parce que si après, on va rompre, on va couper ce lien-là, essentiel, bien sûr, l'enfant va être reconnecté avec la technologie tout le temps, les portables dans ce cas-là. La pédagogie sauvage, c'est-à-dire apprendre à travers tout ce qui est dans son milieu naturel, c'est loin des cadres stricts, parce que ça, c'est nécessaire, parce que c'est là, c'est l'endroit d'où on vient. Et après, la sensorialité, c'est le développement des sens
par le contact avec la nature et les matières organiques. Éducation terre à terre, méthode qui ancre les apprentissages dans des expériences concrètes et manuelles. Encore serait-on sauvager, c'est nécessaire de retrouver un lien instinctif. C'est vraiment instinctif. Vous avez vu les enfants qui jouent dans le jardin, ils vont vraiment ils vont creuser la terre, ils vont jouer profondément, ils vont trouver ce contact parce qu'ils comprennent très bien que c'est une partie importante pour leur vie. Voilà. Et puis aussi, écosensibilité. C'est une capacité à ressentir et comprendre les équilibres écologiques et leur importance après l'apprentissage immersif, voilà, à travers les projets ou à travers cette interaction avec le milieu naturel qui favorise la découverte active. Connexion tellurique, c'est-à-dire la connexion avec la terre, pour ancrer son énergie dans la terre, pour renforcer le bien-être. Et vous avez bien vu que les enfants sont remplis d'énergie. Il faut sortir cette énergie à travers des activités qu'on peut nommer, on peut considérer la connexion tellurique. Et puis, l'éthique du vivant, c'est-à-dire on ne peut pas oublier les valeurs fondamentales qui placent la protection des êtres vivants au corps des choix humains. On ne peut pas ignorer les êtres humains parce qu'après, on est tous les êtres humains, on est là pour les uns et les autres. Et pour terminer, ludopédagogique écologique, c'est-à-dire d'une façon ludique, à travers les jeux, à travers le divertissement, comment est-ce qu'on peut apprendre sans créer trop de pression et aussi préserver et protéger la planète d'où on vient. Voilà. Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire et merci de votre participation active comme d'habitude. Si vous avez quelque chose à dire à la fin. Oui, Poonima, vous voulez dire quelque chose? Oui, d'autres thérapeutiques issues. Ici, oui, apprendre autrement, c'est difficile, mais on se le pouvoir. Si chacun dans la société mettre quelques efforts pour apprendre les enfants dans la manière différente. Si un jour, si notre société investe vraiment dans des méthodes innovantes d'apprentissage, les générations futures auraient plus de chances de réussir. Bravo, bravo Poonima, super bien dit. Bravo, bien sûr, c'est vrai, c'est-à-dire les petits pas qu'on va entreprendre vont nous amener vers la grande réussite planétaire. Très bien. Merci Poonima. Merci tout le monde de votre participation et je vous souhaite bon courage, bonne journée et bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.